Salut à tous, bienvenue pour ce deuxième épisode de Golasso Tactique, de la nouvelle rubrique de Golasso sur l'analyse des modèles de jeu des différentes équipes liées au football portugais. Exclusivement bien sûr sur YouTube, puisqu'il y a de nombreux aspects visuels, du contenu visuel. Du contenu visuel dans une première partie que vous pouvez toujours retrouver sur notre chaîne YouTube en lien avec l'aspect défensif du Sporting Club de Braga de Ruben Amorim. Mais maintenant, donc dans cette vidéo, un aspect plus offensif, plus fun, avec ballon, avec une première partie sur le comportement des joueurs de Braga lorsque l'équipe s'organise avec le ballon, donc en jeu de possession, et ensuite une deuxième partie tout aussi importante sur l'aspect transition offensive, qui a donné de nombreux buts très importants, notamment le but en finale de la Coupe de la Ligue le mois dernier, face au FC Porto. Donc on espère que cela va autant vous plaire que la première vidéo. Et c'est tout de suite. Nous allons maintenant parler de la partie offensive de Braga, ce qui a vraiment apporté Ruben Amorim. Et donc voilà, Mathieu, je te laisse continuer sur la partie offensive de... Alors sur la partie offensive, tout d'abord j'aimerais paraphraser l'entraîneur de Benfica. Je crois que j'ai déjà dit dans une émission, mais j'aime bien le redire, sur l'importance des moments offensifs et notamment la transition défensive, comme on l'a vu tout à l'heure, parce que comme Bruno Lage le dit, on ne peut pas avoir une équipe bonne en organisation offensive, c'est-à-dire bonne en construction, si on n'est pas bon directement à la perte du ballon. Donc c'est pour ça qu'on a voulu mettre l'aspect défensif dans un premier temps en valeur, parce que c'est peut-être le moment qui permet le mieux à Braga ensuite d'exprimer tout ce potentiel offensif, puisque grâce à ces moments défensifs bien réalisés, Braga a eu plus de situations avec ballon pour pouvoir exprimer son jeu et pour pouvoir aussi autant impressionner le monde du football portugais au niveau du jeu sur ces dernières semaines. D'ailleurs, tu peux nous redire quel est le bilan en but marqué depuis l'arrivée de Ruben Amorim? 15 buts en 7 matchs et 5 buts encaissés. 4 buts en combien? J'ai pas entendu, désolé. 15 buts en 7 matchs. Voilà, c'est ça, ok. Et, Voilà. 5 buts Ce qui est vraiment bluffant. 5 buts encaissés. Donc déjà on a eu. Après le match face à Belenenses, le 7-1 truc un petit peu les chiffres, j'ai envie de te dire. Oui. Mais en tout cas défensivement, on voit aussi une équipe qui est plus mature et qui est capable qui prend moins de buts, qui prend moins de buts par match avec Ruben Amorim, ce qui n'était pas du tout le cas avec Ricardo Sapito, notamment en championnat. Ok. Ouais. Donc, première phase avec le ballon, donc, déjà quand le Sporting attaque, presse l'adversaire, et déjà voir comment Braga s'organise, et on avait déjà en fait, je crois qu'on avait parlé en plus Alex, de ce fait que Bruno Viana, qui est le sorte de libéraux dans cette défense à 5, va devenir limite un milieu défensif quand l'adversaire va presser, et va se mettre derrière la ligne défensive, et va devenir un sorte de milieu de terrain, et de créer une sorte de plus de lignes de passe que s'il était derrière D'où la comparaison avec le Ivo Vera qu'on a parlé tout à l'heure avec Guimarães contre avec le match contre Barcelone. Tout à fait, c'est ça exactement. Donc en fait, c'est en fonction du moment du match, là, Braga a le ballon, on s'adapte et on crée un sorte de même limite de nouveau poste, et le libéraux devient le gardien, c'est-à-dire Mateus, et donc le problème du Sporting qu'on va pas voir tout le temps, mais c'est aussi ce fait que comme Braga joue avec une défense à 5, on va avoir des pistons qui vont notamment contrôler toute la largeur. Et si on n'a pas un joueur du Sporting comme Acuna ici qui va chercher le piston du côté de Braga, et forcément il est très facile pour Braga de surpasser, enfin de surpasser, de contourner en fait la ligne des trois attaquants du Sporting qui avait été mis en place par Silas ce jour-là, parce qu'il avait mis en place un 4-3-3, et donc au final, comme Acuna ne va pas chercher Gaïu ici, on a un Wendel qui sort de sa zone au milieu de terrain et qui laisse François jouer tout seul, et tout de suite on a un Braga qui sort rapidement de sa zone au milieu de terrain, et qui en quelque sorte va progresser très rapidement par le fait que Acuna n'ait pas suivi le mouvement de Ejai, et qu'il s'est même totalement rétracté vis-à-vis de l'appel de Ricardo Horta dans la même zone, et ce qui a totalement désorganisé la pression du Sporting et permis à Braga de progresser de plus de 70 mètres sur cette action-là.
Même si on a un Bruno Fernandes qui va faire la compensation, mais ça ne suffira pas. Et Braga ne perdra le ballon, mais aura démontré sa capacité pour sortir proprement. Ici, par contre, Acuna vient presser Esgaï, ce qui est plutôt bien. Sauf qu'on a toujours ce Bruno Viana qui va pas du tout rester tel un libéraux et qui va proposer une ligne de passe tel un vrai milieu défensif pour pouvoir progresser et, euh, Et ainsi, ouais, et aller de l'avant. Et c'est vrai que c'est une innovation, je trouve, super intéressante de se dire qu'un défenseur central qui, en plus, avec Abel, n'était pas du tout, en tout cas, était un libéraux simple, même s'il était capable de relancer, mais là, on lui demande quand même une responsabilité très, très, très importante de pouvoir créer de nouvelles lignes de passe et au milieu ligne de de passe, terrain. c'est ça. Et ça, Ouais. c'est vraiment une innovation que je trouve très intéressante. Et ici, quand le Sporting arrive à bien faire sa pression, eh ben on a de nouvelles possibilités et de nouvelles solutions. Et c'est ça qui je trouve est très impressionnant avec Ruben Amorim, même s'il y a eu le travail d'Abel avant, il a réussi à remémorer des principes et des phases en construction qu'on ne voyait dans ce schéma-là, qu'on ne voyait pas, puisqu'on n'avait pas une défense à 3 du côté de Braga, mais on a revu des mouvements et des solutions vis-à-vis des problèmes que l'adversaire va poser, qui sont plutôt très intéressantes, comme ici avec un Raúl Silva, qui va chercher, comme il n'y a pas de solution, qui va réussir à chercher un membre de son trio offensif, ici Galeno et même pas Paulinho. Ça va généralement être Paulinho, on va le voir après, mais ici, il va réussir à trouver Galeno dos au but. Et c'est un des points que je trouve très important dans n'importe quelle équipe, c'est d'avoir ce genre de joueur-là devant qui soit capable de contrôler et qui soit capable de garder le ballon. Ici, Galeno tient la faute et c'est très bien et ça va permettre à tout le bloc de Braga de ne pas perdre le ballon et de progresser, même en obtenant la faute. Et ici, c'était donc sur du jeu long tout à l'heure. Là, ça va être sur du jeu court avec Tormena qui va trouver Poligno. Et c'est là où il est très très fort, c'est qu'il arrive à attirer en plus Mathieu dans une zone très haute, mais à ne pas du tout perdre le ballon et à trouver donc ce fameux troisième homme qui est Fran Sergio et qui lui va avoir le jeu en face et donc la pression du Sporting Ouais. va être totalement surpassée par ce mouvement très très simple qui est de trouver un joueur dos au but qui va remiser en une touche sur Fran Sergio qui lui a le jeu en face et tout de suite on va obtenir une phase d'attaque rapide du côté de Braga avec Et, avec et surtout que là, on peut voir qu'il y a souvent la recherche du troisième homme aussi, et ce qui est super important dans une construction offensive. Bien sûr, et c'est surtout ça qui apporte en fait Paulinho. C'est cette capacité qu'il a dos au but de diriger le jeu, et encore on va avoir une phase après encore plus impressionnante où il est capable de décrocher, contrôler, et en plus d'aller chercher cette fois-ci Mhm. à l'opposé, là où il y a encore plus d'espace, puisque généralement quand on va construire, Braga va construire d'un côté, va attirer d'un côté et libérer l'espace à l'opposé, et là on va essayer de trouver le piston qui va être sur Sekira, sur Esgaï en fonction de où a commencé la construction, et permettre à Braga d'attaquer directement avec beaucoup plus d'espace et de désorganiser la défense adverse. Parce que là, ici, en plus, première phase de construction, Braga attaque, arrive à sortir de la pression et va tout de suite attaquer. C'est-à-dire qu'on ne va pas repasser dans une phase de construction au niveau du milieu de terrain pour pouvoir ensuite continuer à construire. Là, si on a l'opportunité d'aller vers l'avant et de limite attaquer rapidement l'adversaire, Braga va le faire. Et ici, on a ce mouvement de tout à l'heure de Paulinho qui vient chercher pour apporter une solution à la défense centrale et sortir le ballon, et un Ricardo Horta qui, on le sait, est un joueur qui est bien meilleur quand il est placé dans l'axe, et qui permet aussi de faire un vrai mouvement d'attaquant ici, appel contre appel sur Coates, pour pouvoir créer cette occasion. Il ne lui aura manqué que un peu de précision pour battre Louche Maximian lors de cette demi-finale. Ici, c'est la même chose. Mathieu qui est attiré par Paulinho, et Paulinho qui va trouver directement l'espace à l'opposé avec Sekera. Il a énormément d'espace, il a même une supériorité créée avec Ricardo Horta ici, et ça permet à Braga de combiner et de continuer son action très rapidement. Et ici, c'était en fin de match lors du carton rouge de, de Jérémy Mathieu. C'est pas du chambrage si j'ai mis cette séquence-là, mais c'était pour démontrer que sur cette action-là, on a un Braga qui est même à la 90e minute de jeu, même après avoir marqué ce but des Continue livreurs, à presser, ouais. il continue, même avec la pression du Sporting, continue à jouer son jeu, Ah oui. continue à être audacieux, tu vois, et à se dire, si on a la supériorité au niveau de notre phase de construction, il n'y a aucune raison qu'on aille chercher long, sans objectif précis, sachant que voilà, il y avait des joueurs qui étaient libérés. Pourquoi ne pas les toucher? Pourquoi pas ne jouer nos mouvements préférentiels, même à la 91e minute de jeu? Et c'est ce qui a fait aussi les victoires de Braga, c'est de ne pas perdre son identité. La nouvelle identité que Ruben Amorim a mis en place, et ce qui a donné ces si nombreuses victoires à la 90e minute de jeu, comme face à Tonder, comme face au Sporting, et bien sûr
comme face à Porto, en Coupe de la Ligue, lors de cette finale remportée par Braga. Donc là maintenant, le Sporting, quoi, voilà, on va reprendre le match à ce Sporting, mais on va voir quand l'adversaire ne presse pas et comment Braga se comporte pour au final débloquer la situation face à des adversaires qui vont défendre normalement, j'ai envie de dire, en organisation défensive normale, c'est-à-dire en ne pressant pas forcément l'adversaire, mais en restant compact dans sa surface. Action ici, Braga récupère le ballon. On voit donc bien cette défense à 3 du côté de Braga. Cette défense à 3 qui qui va favoriser en fait le fait aux défenseurs centraux extérieurs de pouvoir porter le ballon, de pouvoir s'approcher de leurs coéquipiers pour pouvoir avoir des passes plus simples et pouvoir arriver à trouver l'espace entre les lignes plus simplement. C'est vraiment ce qu'apporte un système à 3 défenseurs derrière. C'est parce qu'on sait qu'on va avoir 2 défenseurs centraux qui vont nous couvrir si nous on monte et si possiblement on perd le ballon. Bien sûr, on ne l'espère pas. C'est ce qui est arrivé, qui est arrivé une fois avec Bruno Viana face à Tondela, mais ça a malheureusement coûté un but, mais ça arrivait quand même rarement. Mais c'est voilà ce que permet un système à 3, c'est cette liberté au final pour les défenseurs centraux extérieurs de pouvoir construire et de pouvoir se rapprocher de leurs coéquipiers pour pouvoir avoir un jeu très construit, avec des triangles de jeu qui se construisent sur le côté, avec un Français à jeu ici, un Tormena et un Ricardo Ejgai qui va être très haut et qui fait en sorte que même parfois ce système n'est pas vraiment un 3-4-3 avec le ballon, mais limite parfois un 3-2-5 avec le ballon, c'est-à-dire avec des latéraux qui vont être très hauts, un peu à l'image de l'Atalanta actuellement, et avec des latéraux qui vont faire vraiment tout le couloir et qui vont limite des vrais ailiers. Ici on a l'exemple avec Ejgai, avec aussi cette facilité qu'a France Sergio à trouver l'espace entre les lignes par la passe. Ejgai qui va être très haut, qui va avoir moins de distance à faire pour pouvoir centrer et qui va donner cette occasion de but. On peut d'ailleurs noter l'évolution ou la progression plutôt d'Esgaio à ce poste-là. Il était très en difficulté lors de la première partie sous Ricardo Sapinto. Et avec ce nouveau système en 3-5-2, on voit vraiment un très très bon Esgaio. Bah oui, parce qu'au final, comme il a cette assurance d'avoir quand même des joueurs qui sont derrière lui, alors que quand il est arrière droit, on sait qu'il a toujours eu plus de mal, même s'il y a eu il y a une petite progression, il s'est pas tant fait avoir que ça, même si c'est vrai que dans les grands matchs, c'était bien plus compliqué. Mais c'est vrai qu'à ce poste de piston droit, il a joué à ce poste de piston droit pendant presque 2 ans. Il a été plutôt bon avec une quinzaine de passes décisives sur ces 2 dernières années avec Abel Ferrara. Donc, il est tout à fait rodé à ce poste-là. Et c'est vrai qu'on a senti tout de suite plus de liberté, plus d'automatisme vis-à-vis de ce poste pour sa part, bien évidemment. Et de nouveau ici, on reprend la vidéo, avec France Sergio, qui va être ce meneur de jeu, cette véritable capacité, qui a vraiment cette capacité à pouvoir jouer entre les lignes, à être le métronome technique du milieu de terrain lorsqu'il est trouvé. Et on a un Braga qui, lorsqu'il peut, va construire sur un côté pour pouvoir surpasser la pression, qui va avoir aussi la capacité de chercher l'espace entre les lignes, qui va avoir la capacité d'attirer sur un côté pour libérer l'espace de l'autre selon les triangles de jeu. Et donc au final, on a un Braga qui a plusieurs possibilités. Là ici, on a cette action. On construit tranquillement, patiemment, et ensuite on trouve l'espace entre lignes avec Paulinho qui vient encore chercher pour pouvoir jouer, pour pouvoir décrocher et trouver ce troisième homme qui va être Sekera ici. Et on a encore une fois Sekera très haut sur le terrain. Il peut être très haut sur le terrain parce qu'il sait qu'il est couvert par minimum 3 défenseurs plus le double pivot, donc 5 joueurs, donc c'est important. Et lui peut apporter cette profondeur extérieure et sa qualité de centre très haut sur le terrain et n'ayant pas forcément besoin de porter le ballon. Il en est capable, mais c'est pas non plus sa caractéristique première des deux latéraux en plus, des 2 pistons de Braga en plus, de porter le ballon et d'être comme un Ricardo Pereira qui est capable en 1 contre 1 d'être très très explosif. Eux deux ne sont pas de ce type-là, si je peux dire ça comme ça. Ils vont être plutôt des joueurs au gros volume de jeu qui vont être aussi capables de délivrer des passes décisives sur des centres précis. De nouveau ici, les triangles qui se forment entre le central extérieur, le milieu de terrain le plus proche et le piston. Et c'est vrai que le Sporting a toujours été en infériorité numérique sur ce match-là, à ce niveau-là. Et donc au final, on a un Braga qui a eu beaucoup d'espace et qui a permis de surpasser cette pression et tout simplement d'être très dangereux et de mettre une pression assez intense sur la ligne défensive et sur le milieu de terrain du Sporting. Ici, nouveau cas, comme j'ai dit tout à l'heure, construction sur la largeur. À partir de Tormena, on trouve France Sergio et lui, par sa qualité de passe, va réussir à trouver l'espace
à l'opposé, avec un Sekera qui est déjà très haut sur le terrain, et donc là ici avec un Galeno qui va lui apporter une solution directement, parce qu'il est le milieu offensif à côté, et donc il va lui apporter une solution proche, étant donné qu'il est proche de lui, pour pouvoir progresser et être dangereux. Ici, on a un Ricardo Horta cette fois-ci, qui vient chercher à l'intérieur. Il y a cette capacité en plus qu'on n'avait pas avec Ricardo Sapido, c'est cette faculté à trouver le couloir central, à arriver à trouver l'espace entre les lignes très facilement. Ricardo Horta n'est pas un dribbleur, mais en tout cas, on peut lui reconnaître qu'il a une vraie capacité pour contrôler et se mettre très facilement Ouais. face au jeu. Et là, on a ça. Un des deux membres du trio offensif vient chercher le ballon et les deux autres cherchent en profondeur et apportent tout de suite, ils sont tout de suite dangereux par ces appels-là, et ça crée de l'espace. Ici, on a un Horta qui a une grosse capacité de passe aussi, et qui va trouver Nuno Sekera de nouveau à l'opposé pour avoir de l'espace et tout de suite mettre le danger sur la ligne défensive du Sporting. De nouveau, ici, avec un Victor Tormena qui va s'approcher, qui a cette possibilité de s'approcher très, très proche de ses coéquipiers, très haut sur le terrain pour pouvoir construire. Là, on a 4 joueurs dans la même zone, on a limite même une vraie supériorité numérique. On va attirer sur le côté et on va avoir un nouveau Fran Sergio qui va trouver l'espace à l'opposé sur Nuno Sekera pour être dangereux, et ça va donner l'occasion et le carton rouge de Bolassier lors de ce match. De nouveau, ici, supériorité avec un Poligno qui vient chercher et qui vient apporter du soutien. Il contrôle parfaitement dans le sens du jeu et trouve l'espace à l'opposé. Donc voilà, on voit qu'il y a des joueurs comme Fran Sergio, comme Ricardo Horta, comme Poligno qui sont capables de faire ça, d'avoir cette supériorité numérique après sur la largeur et tout de suite être très dangereux. Et ici, permettre à Nuno Sekera de. Il va pas centrer cette fois-ci, mais il aurait pu centrer. D'ailleurs, il aurait pu aller plus vite. Mais voilà, c'est ce genre d'action qu'on voit très régulièrement pour pouvoir créer de l'espace, et en fonction aussi du match. Et c'est aussi, je vais pas dire notre interrogation, mais sur le fait qu'on n'avait pas vu Trincão sur ces deux matchs qui étaient sur le banc à chaque fois face au Sporting. Et je pense que Ruben Amorim a eu cette belle idée de plus mettre en valeur Galeno et le titulariser sur ce match, tant il a fait mal à la défense du Sporting par ses courses et par sa faculté à utiliser l'espace dans la profondeur. Et donc sur cette action-là, il va littéralement manger la défense du Sporting. Et on l'a vu aussi lors du match en championnat, où il avait été aussi très très dangereux. Donc il y a cette capacité que Trincão n'a pas encore, je ne sais pas s'il aura un jour, d'avoir la vitesse de Galeno, mais en tout cas, quand on a cette différence, cette variété de profils devant, au final, on peut se permettre de faire des modifications stratégiques en fonction du match, et ensuite, comme à l'image d'un Galeno, être encore plus dangereux vis-à-vis d'un match comme ça. Et ensuite, sur les deux matchs en plus, de faire entrer Francisco Trincão, comme il l'a fait lors de ces deux matchs, et lors du deuxième, de marquer ce but qu'on a tous en tête face au Sporting. Par rapport aux transitions offensives, parce que c'est vraiment ça a donné quand même des buts extrêmement importants face à Porto au Dragão avant cette victoire en Coupe de la Ligue, face au Sporting et en Coupe de la Ligue aussi, et face à Porto en finale de la Coupe de la Ligue, qui n'était pas, au final, ce but pour moi n'était pas du tout dû au hasard. J'en avais parlé dans une émission, mais là on a les images, donc on va pouvoir le montrer plus explicitement. Et enfin, là on va voir le but de Braga face au FC Porto lors de la finale de la Coupe de la Ligue en janvier dernier, qui donnera donc la deuxième Coupe de la Ligue à Braga dans son histoire. C'est vrai qu'on peut penser qu'un but à la 95e minute de jeu, contré en plus par Wilson Malafa après la frappe de Fran Sergio qu'on va voir tout de suite, peut sembler être un but au final très chanceux, mais on va quand même observer, comme on a vu précédemment, un principe qui fait que, même à la 95e minute de jeu, un principe audacieux, qui fait que même à cette minute-là, dans cet événement-là si important pour Braga, Braga ne perd pas son identité et voulait absolument gagner ce match au bout des 90 minutes, puisque en Coupe de la Ligue, après 90 minutes, on arrive tout de suite au point de pénalty. Donc là, ça part sur cette touche,
et on a donc Corona qui va dégager le ballon, et tout de suite on observe Wallace qui est totalement en dehors de sa zone de défenseur central. Il va être simplement au marquage individuel, carrément, de Tiquinho Soares, la référence offensive du FC Porto, dans tout ce qui est décrochage pour pouvoir lier le jeu par son jeu de but, par sa qualité dans le jeu aérien, pour pouvoir ensuite trouver un troisième homme qui va être par contre du face au jeu. On peut penser que sur cette action-là, Romario Barro pourrait être ce possible troisième homme. Encore faut-il gagner son duel, et c'est pour ça que Wallace est si haut au marquage, c'est pour étouffer la pression du FC Porto, pour étouffer Porto et donc jouer cet aspect pression de la part de Braga, donc un sorte de un marquage individuel en sachant qu'il est couvert par ses deux compères de la défense centrale derrière. Et on va voir tout de suite ici que en gagnant ce duel qui est si important, et ben, il va totalement remettre Braga, continuer à avoir Braga dans le camp du FC Porto. Le FC Porto va être en phase d'organisation, n'est plus en phase d'organisation défensive, est en phase de transition défensive, donc on est dans une phase de chaos. On est dans une phase de chaos du côté du FC Porto et une phase de chaos aussi pour Braga, mais avec prémédité par l'aspect Wallace qui vient être au marquage individuel de Tiquinho, donc cet aspect préparé. Ensuite, on a Paulinho qui lui va jouer cet aspect qu'on a vu tout à l'heure de deuxième homme qui va tout de suite remettre un homme comme Fran Sergio ici face au jeu, face au but en plus à cette distance-là, donc très dangereux. Et oui, bien sûr, après il y a un aspect, il y a un facteur chance, il y a le facteur Ricardo Horta qui est là et qui n'est pas hors jeu, mais c'était à la base, on a des aspects de transition offensive prémédités de la part de Braga qu'on a déjà vu et qu'on revoit même à la 95e minute de jeu d'un match si important dans l'histoire du Sporting Club de Braga. Donc, super Mathieu, donc merci pour toutes ces vidéos qui sont très explicites et qui nous montrent pourquoi en ce moment Braga est sur une telle dynamique, sur 7 matchs, 7 victoires. Mais on sait bien que cette série va s'arrêter un jour, que forcément un jour les équipes vont comprendre tout le système de jeu pratiqué depuis l'arrivée de Ruben Amorim. Donc je te pose cette question, c'est quelle est pour toi la problématique que va rencontrer Braga de ces prochaines semaines, et surtout comment Braga va résoudre cette problématique. Alors c'est un petit peu les mêmes problèmes qu'a eu Abel Ferrara lors de sa deuxième saison, c'est-à-dire qu'il a eu sa première saison pour mettre en place ce 3-4-3 avec le ballon, et on avait des adversaires qui avaient du mal encore à s'adapter et qui mettaient encore souvent des défenses à 4 par exemple, et qui avaient beaucoup de mal donc à, à gérer la largeur que donnaient les pistons. Et au final, sur la deuxième saison, on a eu de nombreux matchs où Braga a eu plus de mal à utiliser ses pistons et à utiliser la supériorité numérique sur les côtés, puisque on avait des défenses à 5, voire même des défenses à 6. J'ai le souvenir d'un match face à Aves l'année dernière où on avait une défense à 6, une ligne défensive de 6 côté Aves, qui avait posé des problèmes parce que là vraiment Braga n'avait pas cette supériorité sur les côtés. Et même déjà cette saison face à Tanderd où il y a eu cette fameuse défense à 5 aussi qui avait été mise en place, bah, ça avait aussi posé des problèmes et Braga avait résolu le match très tard parce que euh, quand tu as une défense à 5, tu contrôles un peu mieux la largeur, comme le fait Braga quand il a fallu défendre, même si ça a été rare de défendre plutôt bas. Bah, les adversaires, eux, on le sait, vont, notamment quand Braga va jouer à domicile, défendre un peu plus bas. Et c'est vrai qu'il faudra, comme j'ai envie de te le dire, Abel a réussi à trouver cette solution, c'était souvent d'utiliser cette profondeur extérieure, cette capacité qu'ont un Eshgai et un Sekera de pouvoir aussi faire des appels de plus loin, en essayant de ne pas être hors jeu bien sûr, mais en essayant de faire des appels de plus loin pour essayer de surprendre l'adversaire sur les côtés, là où il y aura plus d'espace que dans le couloir central, avec la densité que les adversaires vont mettre, à la fois avec la défense centrale à 3, plus un milieu de terrain qui peut être composé de 3 ou de 4 éléments. Après, ma peur, c'est qu'avec Abel Ferreira, la deuxième saison, il y a eu un peu un abus de cette utilisation de la profondeur, qu'elle soit extérieure ou intérieure, et ça avait quand même, j'avais l'impression quand même que même il manquait des joueurs comme Raúl Silva et comme Mateus qui ont été longtemps blessés, très longtemps blessés même, parce que le deuxième s'est fait les croiser, mais j'ai l'impression qu'il y avait comme un sorte d'abus de l'utilisation de la profondeur qui a un petit peu desservi, je pense, l'équipe pour aller chercher la troisième place la saison dernière. Bon, bah merci Mathieu pour ce merveilleux podcast. Donc j'espère que ça plaira à nos auditeurs. Que voilà, c'était donc un podcast assez spécial où on parlait plus souvent de tactique qu'autre chose, mais c'est bien, ça change et permet de voir toute l'évolution
Braga et surtout de Ruben Amorim qui est très prometteur. On espère un futur top coach portugais, comme on en a formé plein. Et voilà, donc merci Mathieu d'avoir pris du temps pour tous ces diapos. Et voilà. C'est bon pour toi? Ça a coupé à mes voilà. Mais voilà, merde. Tu peux. Attends, Tu peux reprendre. Ouais, vas-y, reprends. T'allais dire mais voilà et après ça a coupé. Bah, je crois que j'avais rien dit d'autre après. Bah. Bonne soirée. Bonne soirée, ouais, Ok, fin ok, avec. vas-y. Donc, bonne soirée à tous et alors, à nos prochaines émissions le lundi soir. Ciao, ciao. Ciao, salut.